Donc, nous allons commencer à présent donc, ce 15e séminaire. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, nous avons le plaisir de recevoir autour du thème de l'entrepreneuriat territorial Monsieur Pierre Méhaignerie, ancien maire de Vitré et ancien ministre de la Justice, Monsieur Joseph Puzo, président directeur général d'Axon Cable, et Monsieur Alain Vernat, président directeur général de Toshiba Tech Europe Imaging System, donc qui assemble des produits tels que des photocopieurs et des tonnerres. Nous avons choisi donc de consacrer ce 15e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie à un thème qui nous paraît extrêmement important, à savoir celui de l'entrepreneuriat territorial. L'idée, c'est d'aller voir ce que nous allons appeler des acteurs de terrain, qui soient donc chefs d'entreprise, élus, mais qui pourraient être aussi des citoyens, des chefs de projet du programme territoire d'industrie, par exemple, qui parviennent à fédérer un écosystème local, ce qui permet d'apporter une certaine dynamique économique au territoire. Donc aujourd'hui, la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec l'aide de nos intervenants, c'est de savoir quels sont finalement les leviers d'action qui sont à disposition des acteurs locaux ou construits par eux-mêmes pour favoriser cette mobilisation des acteurs et ainsi parvenir à se fabriquer un avantage comparatif. Je donne la parole à présent à Monsieur Alain Vernat, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Fonder une industrie contributive et résiliente » dans la collection des Docs de la Fabrique pour nous raconter son histoire d'entrepreneur local. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, effectivement, ce livre se veut raconter une histoire, en effet, donc l'histoire d'un site industriel, donc l'usine de Toshiba basée à Dieppe, en Normandie. Et au travers de cette histoire, en fait, le récit donc, raconte également la façon dont ce site a mis en place ces méthodes d'amélioration continue, donc tirées de la culture industrielle japonaise, puis comment face à un contexte mondialisé extrêmement concurrentiel, donc il a fallu remettre en question et transformer en fait complètement ces activités historiques de production vers des activités de service à valeur ajoutée pour nos clients. Donc au travers de ce récit, en fait, j'essaye de tirer les bonnes pratiques ou les retours d'expérience en fait, de ce qui a pu être mis en place sur le site, à la fois en interne avec l'implication de l'ensemble de nos salariés dans les démarches de progrès continu mises en œuvre, mais également à travers donc, nos réseaux de sous-traitants, fournisseurs, donc pour vraiment travailler sur la compétitivité de ce qu'on peut appeler l'entreprise étendue en fait, dans l'ensemble de son contexte, puis également avec nos clients pour rechercher de nouvelles valeurs ajoutées et anticiper finalement les besoins de clients et au travers de cela, donc développer de nouvelles activités. Donc un récit qui se veut en fait avec une lecture à plusieurs niveaux, donc à la fois l'histoire même du site industriel de Toshiba à Dieppe, mais au-delà de cette histoire finalement, une histoire de la mondialisation et l'histoire de l'attachement d'un site industriel à son territoire et comment par cet attachement à son territoire finalement se développe l'attachement des salariés à l'entreprise et de nouvelles perspectives finalement sur ce site. Donc quelques ficelles qui sont données pour au besoin fonder effectivement cette industrie contributive et résiliente faite de responsabilité sociétale, de responsabilité environnementale, de relations durables avec l'ensemble de ses partenaires, fournisseurs et clients, et somme toute une forme d'aventure humaine entre mondialisation et territoire. Merci beaucoup, Monsieur Vernat. Justement, on va rester sur cette thématique de la mondialisation et comment on peut arriver à avoir une compatibilité finalement entre mondialisation et local, ce qui est parfois appelé le glocal. Donc, Toshiba Dieppe, c'est une multinationale japonaise qui est implantée de manière durable sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le site de Dieppe a-t-il su tirer parti de la mondialisation pour apporter de la valeur ajoutée au territoire? Et surtout, comment la coopération
notamment avec les Japonais, est parvenu à tirer vers le haut une entreprise diepoise. Je pense notamment à toutes les questions de savoir-faire ou de management qui ont été adaptées en fait des techniques japonaises sur le territoire français. Oui, complètement. Alors pour cela, il faut peut-être revenir à la genèse du site industriel, donc, qui remonte à la fin des années 80, à une période où l'Europe en fait appliquait des taxes, ce qu'on appelle des taxes anti-dumping en fait, sur les produits importés d'Asie. Et donc à cette période-là, nous avons vu beaucoup d'entreprises japonaises venir s'implanter en Europe et en France en particulier. Donc on dénombre dans ces années-là pas moins de 40 000 salariés dans des entreprises japonaises, donc en quelques années, donc entre 86 et 90. Donc, nombreuses entreprises arrivées en France et en particulier donc Toshiba Dieppe en Normandie. Alors pourquoi Dieppe en Normandie? Donc d'une part parce qu'il y avait effectivement la proximité de la place portuaire havraise pour importer un certain nombre de pièces détachées et de produits nécessaires à nos fabrications, mais aussi parce qu'il y avait sur le territoire dieppois un réseau de sous-traitance industrielle qui était nécessaire en fait pour apporter les 40% de valeur ajoutée dite locale sur la fabrication de nos produits. Donc l'enjeu en fait du site au démarrage était dès lors de localiser en fait ce qu'on disait dans notre jargon, localiser un certain nombre de pièces détachées, donc que ce soit des pièces de tôlerie, d'injection plastique, de câblage, d'électronique, pour réaliser l'assemblage ensuite de nos produits à partir de ces pièces locales et de ce fait pouvoir surmonter les taxes anti-dumping en atteignant ces 40% de valeur ajoutée locale. Donc, ça a été une période finalement extrêmement passionnante de développement pendant plus de 10 ans donc, de différentes activités, avec au départ l'activité historique d'assemblage de photocopieurs, puis d'investissement dans des productions d'encre tonnerre et un centre logistique donc, de distribution de nos produits sur l'ensemble du marché européen. À cette période-là, effectivement, une quarantaine de salariés donc, sur le site au démarrage, avec 7 permanents japonais. Et donc, une relation qui très vite a été extrêmement intéressante, cette relation interculturelle en fait, entre France et Japon, et qui a consisté à très rapidement en fait, adapter des méthodes de travail japonaises sur nos différents processus d'assemblage. À titre d'exemple, on a vu un membre japonais, donc ce qu'on appelait des support members japonais, donc venir sur le site et qui ne parlait ni un mot de français, bien sûr, ni d'anglais, et simplement, donc, avec des rouleaux de scotch de couleur, commencer à identifier toutes les allées, tous les postes de travail avec les différentes zones de travail et mettre de côté tout ce qui, selon lui, ne servait à rien sur le poste d'assemblage. Donc, une méthode en fait assez pragmatique qu'on appelle les 5 S hein, donc, au Japon et qui permettent d'identifier et de bien mettre en avant tous les flux visuels de pièces, d'assemblage et de postes de travail. Donc à partir de là, donc, il a fallu commencer à adapter en fait, ces méthodes de travail et on s'est vite rendu compte que ça permettait de clarifier nos flux et de pouvoir être beaucoup plus performants dans nos activités. Nos amis japonais nous demandaient de mettre en place ce qu'ils appelaient une tipi patrol, donc, qui consistait en fait pour la direction à aller circuler dans les ateliers et mettre des post-it jaunes sur tout ce qui, selon eux, n'avait pas lieu d'être. Alors on a forcément commencé à rechigner, à dire que ça risquait de ne pas fonctionner chez nous en France. Et donc, on a réfléchi et on a inversé finalement ce concept-là en mettant en place ce qu'on appelait des visites Tipeee, où dans notre conception à nous, la direction ou des gens de staff visitaient les ateliers, on demandait à des opérateurs qui avaient mis en place une idée de nous expliquer ce qu'ils avaient mis en place, donc quelle amélioration et comment, par une photo avant, après, donc ils avaient amélioré finalement leur poste de travail au quotidien. Donc voilà toutes sortes de petites méthodes de travail qui nous ont permis d'adapter la culture japonaise à notre façon d'être française et progressivement de pouvoir étendre ensuite auprès de nos sous-traitants ces méthodes de travail, donc à travers un réseau de partenaires sous-traitants donc, fondé au sein d'une association déjà, donc
que nous appelions la Sphère, donc créée en 1994, et qui nous a permis véritablement d'étendre ensuite auprès de nos sous-traitants, de nos fournisseurs, ces savoir-faire, ces méthodes d'amélioration continue, cette implication des personnes dans la performance de l'entreprise, et donc finalement d'étendre cette culture, cette acculturation en fait industrielle sur l'ensemble de notre réseau de fournisseurs. Donc une période finalement d'une dizaine d'années que j'aime bien qualifier de mondialisation positive en fait, où les investissements étrangers, donc japonais, viennent en France, installent des usines, apportent des savoir-faire, des compétences, et finalement on peut, en s'adaptant, en mettant à notre sauce ces méthodes de travail, donc les faire accepter par nos salariés qui se les approprient finalement et qui ont été ensuite capables de les transmettre à nos fournisseurs, à nos partenaires. Merci beaucoup. Monsieur Puzo, donc vous êtes le président directeur général d'Axon Cable, qui est aujourd'hui un leader mondial dans la fabrication d'interconnexions sur mesure et présent notamment sur Mars à l'heure actuelle. Quelle stratégie avez-vous mise en place depuis les années 1990? Et surtout, vous avez dit que Axon Cable était surnommé multinationale de poche. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, on est devenu local très progressivement. En 80, j'avais 100 salariés, on faisait du câble standard, il y avait une crise économique de 80 à 84 et ma seule idée pour m'en sortir a été de faire des câbles plus compliqués que les concurrents. Et c'est cette idée que j'ai continué à garder. En 90, 10 ans après, on avait 200 salariés, on a répondu à un appel d'offres pour câbler Ariane 5. À ma grande surprise, on a été choisi comme fournisseur unique à cause de tous les développements qu'on avait faits dans la décennie précédente. Et je me suis dit, on ne pourra pas grossir beaucoup plus en France, il faut qu'on ait des filiales à l'étranger. Donc j'ai créé des filiales dans des pays qui me semblaient plus industrialisés que la France, les USA, le Japon, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Je n'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai envoyé des ingénieurs débutants. En 2000, il y a eu la chute du mur de Berlin et il y a eu l'engouement pour les usines bas coût. Les clients nous demandaient de diviser nos prix de vente par 2 pour les gros volumes. Donc nous avons fait des filiales de production en Chine, en Inde, au Mexique, en Hongrie, en Lettonie. En 2009, ça a été la crise des subprimes. Les commandes se sont arrêtées brusquement. On a décidé d'accélérer la R&D, d'accélérer la formation des salariés, avec comme idée derrière que quand on sort d'une crise, les clients ne commandent plus exactement les mêmes produits qu'avant la crise, donc il vaut mieux avoir des salariés polyvalents. Donc ça, c'était 2009. 2020, c'est la crise Covid. Là aussi, les clients arrêtent. Le fait qu'on soit installé dans le monde entier a fait que nos autres filiales en dehors de la France ont continué à progresser et on a utilisé la même méthode, accélérée. Bon, c'était plus la même accélération, mais on a fini une usine à toute allure. On a développé des nouvelles lignes de production de nouveaux produits. Voilà, et en 2021, nous sommes 2400 personnes. Nous avons maintenant au total 20 filiales, un peu partout dans le monde. Et c'est une expression italienne qui dit que notre structure, finalement une ETI relativement petite, de 1400 salariés, avec un aussi grand nombre de filiales, c'est une multinationale de poche. Tascabile en italien, qu'on peut mettre dans la poche. Mais en fait, multinationale n'est pas le bon terme. C'est plus transnational. Au fond, on a bien un siège social à Montmirail, à la campagne, qui donne des directives, mais on laisse beaucoup d'autonomie à nos filiales à l'étranger qui s'adaptent au marché local. Au fond, notre filiale en Chine vend sur le marché chinois, on ne réimporte rien.
Par contre, on leur envoie de France les produits de base qu'ils finissent d'assembler. Voilà le parcours et l'arrivée en Glocal. Et on dépense 10% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers Monsieur Méhaignerie. Donc, la ville de Vitré a un taux de chômage de 4,5% et un taux d'emploi industriel de 42%, ce qui traduit un fort dynamisme local et ce qui classe Vitré parmi les territoires industriels les plus performants de France. Mais les entreprises qui y sont implantées subissent aussi des pressions à la délocalisation. Ça a été notamment le cas d'Okewine, qui fabrique des panneaux photovoltaïques. La question que l'on aimerait vous poser, c'est de savoir quel rôle a joué Vitré dans le sauvetage de cette entreprise, et puis plus généralement, quelles sont les actions qui ont été mises en place au niveau local afin de faire face à ces pressions internationales. Oui, c'est l'histoire d'un pays de 85 000 habitants aux portes de la Bretagne, qui dans les années 75-80 était condamné. Moi, j'avais eu une vie professionnelle pendant 8 ans et je me suis présenté comme ingénieur agronome et je me suis présenté dans les années 76 aux élections. Premier contact, congrès syndical. Le pays de Vitré est appelé à disparaître. Bas salaire, chômage élevé, vide culturel et social absolu. C'est un coup de massue sur la tête. Et malgré ça, aujourd'hui, 35 ou 40 ans après, ce territoire a un taux de chômage de 4,5, 40% des actifs travaillent dans l'industrie. Le salaire moyen se situe au 2e rang des 18 zones d'emploi de Bretagne. Et pour donner un autre chiffre, le taux de bénéficiaires du RSA est de 0,8% contre une moyenne française de 3%. Alors comment sommes-nous parvenus à sortir de cette situation difficile? Moi, j'avais fait du stop aux États-Unis et j'avais pris un papier dans un journal qui m'avait intéressé. C'était les 10 commandements for a good business climate, les 10 commandements pour un climat favorable à l'esprit d'entreprise. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on essaye de les appliquer. Et quels sont les leviers principaux que nous avons mis en œuvre pour sortir de cette situation déprimée? Beaucoup de départs de l'agriculture et pas suffisamment d'autres emplois dans le secteur de l'industrie. La première chose que nous avons fait, c'est de créer un climat d'optimisme en disant la France a tous les atouts, plus qu'aucun autre pays européen, mais avons-nous pris les bonnes clés pour favoriser le développement de l'économie et le développement industriel? Et les clés que nous avons prises, nous, j'en citerai 4, au-delà du climat d'optimisme. Le premier, c'est que nous allégeons les charges pesant sur le coût du travail. Nous avons beaucoup d'entreprises dans la concurrence mondiale. Ce n'est pas une décision idéologique, mais nos impôts de production, CVAE, CFE, sont de 30% inférieurs à la moyenne des communautés de même dimension. Et en plus, nous n'appliquons pas le versement transport. Deuxième décision, nous essayons de faciliter la vie des entreprises. Et nous avons construit 32 bâtiments industriels et tertiaires pour permettre aux entreprises de se consacrer sur leur développement. Et au bout de quelques années, lorsque leur situation leur permet, elles rachètent leurs bâtiments. La troisième chose, pour faire travailler ensemble toutes les structures nombreuses en France qui travaillent sur l'emploi, nous avons construit un bâtiment où nous avons regroupé les 10 structures qui s'occupent de l'emploi, depuis la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, jusqu'au Pôle emploi, au CIO. Et nous avons réussi à convaincre le directeur de l'emploi à la période d'avoir qu'un seul directeur. Et cette maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation simplifie la vie des entreprises et des salariés. Et en plus, nous avons fait attention à ce que le président de cette maison de l'emploi et de l'entreprise soit un chef d'entreprise, ce qui facilite beaucoup la coopération État, collectivité,
entreprises. Quatrième point ou troisième, je ne sais plus où j'en suis, revaloriser la formation professionnelle. Nous souffrons énormément d'un manque de compétences. Et je dois dire que l'université n'est pas au rendez-vous de l'égalité des chances en France. Et donc, nous avons essayé de considérer les jeunes. Moi, j'ai fait 2 ans de vie professionnelle en Tunisie et j'ai appris qu'après le pain et l'eau, le plus grand besoin de la personne, c'est le besoin de considération. Et là, nous avons fait plusieurs initiatives. J'en cite 2. Une exposition où 70 jeunes en photo parlent de leur vie dans l'entreprise, qui n'est pas du tout celle qu'ils avaient imaginée ou que leurs parents imaginaient et qui était beaucoup plus positive. Nous avons du mal à avoir les centres de formation correspondant aux besoins. Et nous avons fait un campus des métiers à Rennes, à 10 km de Rennes, et nous avons à ce moment-là regroupé les centres de formation d'apprentis au milieu des écoles d'ingénieurs. Et au scandale, nous l'avons appelé faculté des métiers. Que n'ai-je reçu de l'université me disant, Monsieur le Président, si vous osez appeler faculté un centre de formation d'apprentis, c'est vraiment que vous voulez humilier l'université française. J'avais beau leur dire, ne croyez-vous pas qu'un jeune de 18 ans a autant besoin de considération qu'un professeur ou qu'un chef d'entreprise? Donc, ça a été un élément important, revalorisation de la formation professionnelle. Une deuxième expérience, et je m'arrêterai, vous m'arrêtez quand vous voulez, la deuxième expérience, c'est que nous avons la chance d'être dans un territoire où il y a une éthique du travail, du fait des traditions rurales, et en même temps un sentiment d'altruisme, compte tenu des traditions du catholicisme social. Et pour vous donner un exemple, nous avons 200 artisans et gens de métier de 60 à 85 ans qui, le mercredi après-midi, transmettent à 200 jeunes leur savoir-faire pour développer l'intelligence des mains. Voilà quelques pistes qui nous ont conduits aujourd'hui à avoir le taux de chômage faible en partant d'une situation difficile. Moi, je dis toujours, les clés de l'avenir sont en nous-mêmes. N'attendez surtout pas de l'État ce qu'il ne peut pas donner. Et la chose la plus importante que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on aille vraiment vers une vraie décentralisation pour permettre aux gens d'agir eux-mêmes sur le terrain. Et je redis souvent que la vertu des grands peuples, c'est l'esprit de liberté, d'initiative et de responsabilité individuelle. Et donc, le dernier point, si je me souviens toujours d'une conversation avec quelques autres dirigeants, avec Gordon Brown. À la fin de la discussion, il nous pose une question, mais il dit « Ah, il y a une chose que je ne comprends pas en France. Expliquez-moi le pessimisme français. » Et il commence à nous défiler tous nos avantages. Le taux d'épargne, encore des grandes entreprises mondiales, nous sommes au cœur de l'Europe, nous avons un bon système de transport, nous avons un potentiel de loisirs extraordinaire et nous avons un climat meilleur qu'en Grande-Bretagne. Et il nous dit, si nous avions tout cela en Grande-Bretagne, nous serions au firmament du bonheur. Donc, mon message, c'est un message d'optimisme. Les clés de l'avenir sont en nous-mêmes et nous l'avons démontré par notre histoire en 40 ans de coopération active, administration, élus et puis, bien sûr, chef d'entreprise. Merci beaucoup pour ce message d'optimisme. Je vais en profiter pour poser une question de la part d'un des personnes qui suit le séminaire, qui s'inscrit un peu, on va dire, à l'opposé finalement de ce message d'optimisme. Il nous pose la question de savoir, est-ce qu'on peut vraiment parler de résilience territoriale lorsqu'on donne autant de poids à des groupes d'autres pays? Donc, l'exemple de Toshiba, il donne aussi l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il nous dit que 24% des emplois proviennent des multinationales étrangères et notamment 11% de cette main-d'œuvre est dépendante des États-Unis. Donc, dans ce cas, est-ce que le terme résilience territoriale est-il vraiment pertinent? Monsieur Vernat?
Oui, je peux intervenir là-dessus. Déjà pour dire que pour un emploi au sein du site de Toshiba, à travers notre réseau de sous-traitants, de fournisseurs, nous avions au moins 4 emplois parmi des sous-traitants ou fournisseurs. Que les exigences du Japon en termes de fabrication de pièces mécaniques, notamment en tôlerie, ont permis de faire évoluer énormément de technicité chez certains de nos sous-traitants. Nous avions par exemple organisé, donc j'ai évoqué cette association, donc la Sphère, que nous avons constituée avec nos sous-traitants dès 1994. C'est-à-dire que très tôt, finalement, dans notre histoire, nous avons voulu faire le jeu du collectif avec nos sous-traitants. Et nous avons convenu de faire des sortes de voyages d'études, en fait, avec nos fournisseurs, nos sous-traitants au Japon, pour voir justement comment les sous-traitants au Japon fabriquaient les mêmes pièces que ce que nous leur demandions, et ce qui a permis de faire évoluer extraordinairement leur propre technicité, notamment dans des fabrications, réalisations d'outillage, par exemple, ou d'un certain nombre de pièces où il y avait des exigences qualité qui étaient extrêmement fortes, et raison pour laquelle finalement seuls les Japonais arrivaient à fabriquer des photocopieurs, puisqu'on est sur des exigences techniques que malheureusement nous avions un peu perdues chez nous. Donc oui, l'investissement direct étranger est aussi un moyen, une opportunité à saisir, et il faut savoir attirer les investisseurs étrangers chez nous si on veut réindustrialiser la France. Et ça ne va pas se décréter. Il faut, et là j'abonde complètement au discours de M. Méniori, il faut donner les conditions favorables à cette réimplantation, donc qu'elle soit fiscale, qu'elle soit aussi en termes de compétences et en termes de collectif, encore une fois. Sur ce collectif, je voudrais évoquer par exemple les moyens que nous avons mis en œuvre dès 2002 pour gérer et organiser l'ensemble de notre supply chain avec nos partenaires, où dès 2002, nous mettions en ligne sur un site internet l'ensemble de nos stocks de pièces disponibles sur le site, de nos besoins semaine par semaine et de nos prévisions à un horizon 3 mois ou 6 mois. Et ce qui permettait finalement à nos sous-traitants de pouvoir gérer eux-mêmes en fonction de leurs propres contraintes et non pas en fonction des nôtres, leur fabrication de pièces selon leur possibilité de quantité économique de lancement ou selon le rythme ou les priorités qu'ils avaient de fabrication avec différents clients. Et donc, ça renversait complètement finalement cette tendance habituelle de dire je place des commandes avec des appels de commandes à date fixe, à quantité fixe, etc. Et c'est moi, donneur d'ordre, qui cadence mes besoins. En fait, non. Nous faisons état de nos besoins et nous demandons à nos fournisseurs de s'organiser pour livrer les pièces en fonction de leurs propres contraintes. Et voilà typiquement ce type de réflexion qui nous est venu de la culture du progrès continu, qui nous est venu de cette culture d'entreprise étendue et qui ne correspondait pas à des relations habituelles de donnant d'ordre à sous-traitants du territoire français. Et donc oui, il y a un intérêt à travailler effectivement avec des entreprises internationales. Après, il faut savoir aussi se démarquer. Donc, j'apprécie aussi cet esprit d'initiative qu'appelle M. Méniori. J'ai la chance d'avoir un siège d'entreprise qui est au Japon, situé à 10 000 km d'ici, relativement éloigné, ce qui nous a permis toujours de garder l'initiative et de mettre en place finalement ce que nous souhaitions mettre en place à notre façon, hein, et de pouvoir assurer effectivement cette résilience par une sorte d'équilibre en fait à trouver entre le nécessaire reporting au sein d'un groupe international, mais aussi et surtout nos propres besoins pour assurer la pérennité de nos activités et leur développement. Merci, Monsieur Puzot. Alors, on dit qu'un emploi industriel génère 3 emplois de service. Ayant une industrie à la campagne, ça me permet de vérifier s'il y a des services qui se créent autour de mon entreprise. Donc, mes clients arrivent par l'aéroport de Roissy. Donc, il y a 2 sociétés de taxi pour aller chercher mes clients. J'embauche des jeunes débutants et du coup, ils se marient, ils ont des enfants
les classes dans le collège sont remplies et augmentent. Au bout de 6 ou 7 ans, ils achètent une maison qu'ils retapent, ils font des travaux. Donc, les entrepreneurs en bâtiment de la ville ont du travail et d'autres exemples un peu du même type. Donc, je confirme, il y a autour de l'entreprise beaucoup de services qu'on utilise. Par exemple, la moitié du personnel habite dans la ville. Donc, on a fait une plage assez longue. Ils peuvent rentrer manger au domicile, aller chercher les enfants à l'école. Ceux qui ne veulent pas rentrer au domicile vont manger dans les bistrots de la ville, dans de bistrots qui font de la restauration rapide. C'est encore du travail de service créé. Voilà. Oui. Alors, oui, c'est vrai que pour beaucoup de nos compatriotes, la mondialisation fait peur. Elle est cependant incontournable et il faut le rappeler qu'elle a sorti de la pauvreté plusieurs centaines de millions d'habitants. Et elle a permis aussi, en France, d'acheter pour les classes moyennes des produits à bas prix. Donc il faut faire comme nos voisins européens, et je pense à l'Allemagne, il faut s'adapter et éviter les rigidités excessives, la bureaucratie, la centralisation. Et je pense que nous avons tous les atouts pour nous adapter. Peut-on le faire au niveau national? Moi, je me rappelle cette phrase d'Alain Juppé, c'est pas parce que l'on veut que l'on peut. Du fait de la puissance des corporatismes en France, de la bureaucratie, de la centralisation. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire au niveau national, on peut le faire au niveau local. Et c'est là, il faut donner le goût de l'initiative, comme cela a été dit, et de la responsabilité. On parlait des entreprises japonaises. Nous avions eu la chance, nous, de voir l'implantation d'une grande entreprise, Mitsubishi, dans les téléphones portables, 1990. 2002, elle ferme les portes, car elle n'a pas su assurer sa transition technologique par rapport à des concurrents. 1200 salariés dans la cour du château de Vitré. Et je leur dis, et j'essaye de faire comprendre, plutôt que de haïr l'autre, de leur dire il y a des mutations que cette entreprise n'a pas réussi. Et plutôt que de lui mettre le fer entre les mains, j'ai essayé de négocier pour avoir de très bonnes conditions pour le départ des salariés. Si bien que quelques années après, une jeune femme qui était adjointe dans une commune rurale me dit « Moi, j'accepterais d'être licenciée tous les 5 ans si les primes que je reçois me permettent d'acheter la moitié de mon studio et d'améliorer mon niveau technologique. » Donc, des difficultés, faisons des opportunités. Et je crois que c'est possible et nous avons besoin de ces chefs d'entreprise innovants, de ces élus qui, au lieu d'attaquer sans arrêt l'autre, essayent de trouver les bonnes solutions. Et moi, je dis, en Bretagne, nous avons la chance d'avoir plutôt des faiseux que des diseux. Je crois que c'est la force du Grand Ouest. Merci, Monsieur Vernat. Oui, je compléterai parce que là, effectivement, donc pour aller dans ce sens-là, alors on a le même proverbe en Normandie. Alors je ne sais pas si ça vient de Bretagne ou de Normandie, mais bon. Donc je voulais dire également que au-delà des années de développement que nous avons connues entre 1986 et 2000, on va dire, sur ce site de Toshiba, à partir de 2001, bien évidemment, avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, nous avons pour le coup là été soumis à cette forme de mondialisation qui fait peur, hein, effectivement, et avec un risque de délocalisation de nos fabrications. Mais nous avons en permanence su nous remettre en question et nous adapter effectivement à cette nouvelle donne. Et d'une part, alors on a eu la chance effectivement que les Japonais continuent d'investir sur notre site pour faire des productions d'encre tonnerre, donc tonnerre noir au départ, puis tonnerre couleur ensuite, et qu'aujourd'hui, en fait, on a un site qui produit des tonnerres pour l'ensemble du marché européen, mais qui exporte également la moitié de ses productions vers la Chine. Donc, nous sommes aujourd'hui exportateurs de tonnerres vers l'usine chinoise du groupe pour le marché asiatique.
Donc voilà, quand on a effectivement cette capacité à changer de métier, à se transformer, donc les perspectives qui peuvent s'offrir à nous. Et puis par ailleurs, donc sur toute la partie assemblage proprement dite de photocopieurs, nous avons su la transformer dans des activités de services à valeur ajoutée logistique, donc de configuration à la commande, de réparation, de remise à neuf de tout ou partie d'équipement, que nous avons ensuite diversifié dans d'autres lignes de produits du groupe, donc photocopieurs, PC, terminaux point de vente. Et donc aujourd'hui, on est un site qui continue ses activités de développement grâce effectivement à cette capacité de se transformer, de se réformer, de changer complètement de métier parfois, et tout ça effectivement avec l'accompagnement en termes de formation des personnes et des salariés de l'entreprise. Merci beaucoup. Au cours de vos interventions précédentes, vous avez tous les trois insisté sur l'importance de la force du collectif. Je vais me tourner d'abord vers Monsieur Méhaignerie. Le collectif constitue un levier d'action possible pour les acteurs locaux. J'aimerais savoir qui vous mettez derrière ce collectif et comment on peut arriver à mobiliser des acteurs qui parfois ont des intérêts assez divergents pour parvenir à un objectif qui est commun. Donc, par exemple, dans le cas de Vitry, celui de réindustrialiser le tissu local. Comment on arrive à mobiliser les acteurs sur un tel projet? Quand j'ai été élu pour la première fois, nous avons mis en place un comité de développement du pays de Vitré. Et dans ce comité de développement, il y a des élus, des associations, des chefs d'entreprise. Et très rapidement, compte tenu du fait que chaque année, nous réunissons au mois de septembre les chefs d'entreprise pour s'écouter et voir comment on peut s'aider les uns les autres. Et cette coopération a été très utile. Et les chefs d'entreprise avaient le sentiment qu'on était à leur écoute et qu'eux-mêmes étaient à notre écoute. Par exemple, pour convaincre la SNCF d'avoir des arrêts TGV, parce que la tentation de la SNCF, c'est penser métropole, le reste secondaire. Et nous parvenons vraiment chaque année à lister les problèmes qui sont devant nous et à essayer de nous aider nous-mêmes. J'en prends un aujourd'hui dans la prochaine réunion, le logement des salariés, pour que le logement ne soit pas le problème social de demain. Comment pouvons-nous faire que ouvriers employés, pour qui l'espoir c'est d'accéder à la propriété, d'avoir un patrimoine, soit facilité? Et donc nous travaillons sur ce point. Deuxième point pour travailler ensemble, territoire d'industrie. Nous sommes territoire d'industrie, mais la machine est d'une lourdeur, on ne sait pas qui décide, où ça monte. On vit dans un système de décentralisation centralisée. On décentralise, mais en fait, toutes les décisions remontent. Et donc, moi, j'implore des systèmes beaucoup plus simples qui fassent confiance à l'initiative et à la responsabilité. Et je reprends la phrase de Xavier Fontanet, donnez des responsabilités aux gens et vous les changez. Mettez-les en situation d'assistance, ils se comporteront comme des assistés. Donc, c'est vraiment le changement structurel en France qui paraît absolument vital. Et je donne souvent, on avait fait une conférence de presse des 4 ministres de l'Agriculture, de Rocard, moi-même, de toute sensibilité politique. Et j'étais surpris de voir comment ces 4 anciens ministres de l'Agriculture avaient de la sympathie vis-à-vis du courage qu'avait eu le monde paysan pour s'adapter. Et quand je vois aujourd'hui les caricatures qui sont faites, c'est une méconnaissance totale des autres. Et je crois là qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et au niveau d'un territoire, au niveau d'un pays, d'une communauté, je pense qu'on peut rassembler les forces et donner la capacité d'agir aux gens plus facilement que dans un système centralisé. Je pense que nos partenaires, nos amis, partagent la même réaction sur... Vraiment, quand je vois nos voisins allemands, suédois, danois, je dis, mais pourquoi nous prenons du retard en France par rapport aux autres, alors que nous avons plus d'atouts qu'eux?
C'est ce message qu'il faut rappeler pour dire, écoutez, sortons de ces critiques systématiques, de ces caricatures, pour travailler ensemble. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à méconnaître les autres. Et c'est notamment le cas, on parle beaucoup en ce moment de responsabilité sociale des entreprises, mais on oublie qu'à la base, donc il y a une dimension environnementale derrière ce concept, mais il y a aussi une dimension qui est partenariale. Monsieur Vernat, comment intégrez-vous cette dimension du collectif, du partenariat dans la politique RSE de votre société à Dieppe? Et d'autre part, derrière le collectif aussi, on entend des réalisations collectives basées sur des réseaux d'entreprises et de sous-traitants. On pense notamment sur le territoire diepois à Seine-Normandie, Dieppe Méca Énergie ou Vialogue. Quels sont les impacts de l'existence de tels réseaux sur les entreprises industrielles qui participent? Et bien sûr, quel est l'impact sur le territoire diepois? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai moi-même toujours voulu défendre, c'est cette implication dans les réseaux d'entreprises. Donc nous sommes au niveau du site de Toshiba impliqués aussi bien dans les réseaux territoriaux, donc au niveau des chambres de commerce et d'industrie, mais aussi au niveau régional, que ce soit au sein de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, mais aussi Logistique Seine-Normandie et d'autres réseaux ou filières qui se sont fortement développés sur la région Normandie. Par ailleurs, le territoire de Dieppe est un peu particulier, donc territoire d'industrie également, avec cette force du collectif qui s'est concrétisée au travers de différents réseaux d'entreprises que sont Dieppe Méca Énergie, que sont Dieppe Naval ou Vialogue. Alors pour parler de Vialogue plus particulièrement, puisque c'est un réseau, une grappe d'entreprises en fait, que j'ai constitué entre 2007 et 2009 avec un certain nombre de partenaires du territoire, donc d'entreprises du territoire, dont l'idée consistait en fait à mettre de façon complémentaire nos différentes compétences pour développer, créer une nouvelle offre de services industriels. Donc on a réuni en fait des entreprises qui étaient à la fois des assembliers tels que Toshiba, des sous-traitants en mécanique, tôlerie, injection plastique, électronique, peinture et autres, et des logisticiens. Donc on a voulu effectivement ajouter cette dimension logistique pour aller vraiment au plus près du service client et couvrir en fait tout ou partie de la chaîne de valeur d'un produit. La particularité de Vialogue, c'est donc nous sommes en mode associatif, nous réunissons une quinzaine d'entreprises membres avec un salarié qui est le responsable commercial en fait de l'association Vialogue et qui joue finalement le rôle d'apporteur d'affaires pour ces entreprises membres. Et donc ces missions sont de démarcher pour aller chercher effectivement de l'activité du business pour soit une entreprise seule, donc qui le prendra en charge directement, ou pour le collectif, où on va pouvoir réunir les compétences de 3, 4, 5 entreprises différentes, l'une prenant le leadership vis-à-vis du client prospect, de façon à représenter finalement l'ensemble des compétences auprès de ce client. Donc, ce faisant avec un interlocuteur unique, le client finalement voit la capacité de réalisation de l'ensemble de la complexité de son produit ou de son besoin. À ce titre, on a développé depuis une dizaine d'années maintenant un certain nombre de partenariats avec différentes entreprises, et y compris, et c'est là où la chose devient intéressante, avec des startups. Donc des startups technologiques qui ont pensé un produit, mais qui doivent ensuite l'industrialiser et le fabriquer et qui n'en ont bien sûr pas les moyens. Donc les startups ont des capacités de cash relativement limitées, ça part en fumée assez rapidement, et donc il faut accompagner ces startups dans l'industrialisation de leurs produits de façon à pouvoir passer toutes les barrières normatives par exemple, puis la fiabilité du produit, puis au final donc fabriquer, réaliser ces produits dans les quantités voulues. Et là, par le biais finalement de la grappe d'entreprise Vialogue, j'aime à dire que Toshiba, grand groupe international, est devenu sous-traitant de start-up. C'est-à-dire qu'on a complètement inversé le paradigme habituel du donneur d'ordre sous-traitant, tel que nous l'exercions avant avec nos fournisseurs, pour devenir nous-mêmes sous-traitants de start-up et par là même développer aujourd'hui de nouvelles opportunités et revenir finalement sur nos métiers d'origine de l'assemblage et de l'industrialisation de produits. Donc on a aujourd'hui 4 beaux projets avec des startups en phase d'industrialisation et de fabrication.
Merci beaucoup. Monsieur Puzot, toujours sur cette question du collectif et des réseaux d'entreprise. Donc, d'une part, l'histoire d'Axon Cap fait qu'au début, en fait, l'entreprise a été reprise avec les salariés dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus la jeunesse d'Axon Cable? La deuxième chose, c'est que je sais que vous prenez soin, vous cultivez en fait cette force autour des salariés à travers de multiples initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis, peut-être en tant qu'ancien dirigeant du pôle de compétitivité Materalia, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui apporte justement tous ces regroupements d'entreprises? Donc, on vient de parler de grade d'entreprise du côté de Dieppe. À votre avis, quels ont été les avantages procurés par le pôle de compétitivité Materalia sur le territoire? Alors, je vais d'abord parler de l'ambiance d'entreprise. En 20, on était filiale de Volvo, mais on faisait aucun câble pour l'automobile. Donc, quand la loi appelée RES, rachat de l'entreprise par les salariés, qui était en fait un L, quand c'est sorti, j'ai proposé à Volvo de racheter l'entreprise qu'il m'avait donnée à diriger. Donc, on a été à peu près la première, en tout cas la plus ancienne vivante entreprise reprise en LMBO. Et en même temps, il y a eu une loi qui créait les fonds communs de placement avec plan d'épargne d'entreprise. Donc, on a créé un fonds commun de placement en actions de l'entreprise avec plan d'épargne d'entreprise. On a fait un intéressement. Donc, ça, c'est tout le côté financier pour intéresser l'ensemble des salariés aux finances de l'entreprise et le besoin qu'a une entreprise de quand même faire des profits. On fait souvent des fêtes ensemble. Une centaine de salariés, on faisait leur repas de fin d'année en invitant les conjoints. Le dernier repas qu'on a fait, on était 700 et on l'a fait dans une usine qu'on venait de construire et qui était encore vide. Alors, dans ces repas, on demande aux salariés de faire des sketchs, du spectacle, etc. Donc, alors, on ne peut plus le faire avec tous les salariés, mais on continue à faire quelque chose d'approchant. Quand on a pas mal de séminaires de recherche-développement, des séminaires commerciaux, il y a toujours une des soirées qui sont consacrées à du spectacle. On demande à l'une des filiales de s'habiller en écossais et de nous faire un petit numéro. La filiale mexicaine, ou le Mexique plus exactement, a un programme qu'ils appellent Accionate, se bouger avec énergie, pour maigrir, parce que les Mexicains sont plus gros que les Américains. Et ça a bien fonctionné dans notre filiale au Mexique, où on a une cinquantaine de salariés. Donc, on l'a généralisé à tout le groupe Axon. On l'appelle aussi Accionate, ça vient avec un peu le mot Axon. Donc, c'est de l'activité physique et sportive. On a un comité. Le programme est changé tous les 3 mois. On invite un coach local. Donc, on a eu concours de baby-foot. On a acheté des baby-foot. J'ai perdu assez vite. Hein. On a eu yoga. On a eu piloxing. Donc, c'est très cardiaque. C'est en dehors des heures de travail, soit durant la pause de midi, soit immédiatement après le travail à 17h. On a eu volleyball, course à pied, marathon pour ceux qui pouvaient, etc. Et c'est très intéressant ce sport parce qu'il n'y a plus de lien hiérarchique. Et donc, les services se rencontrent entre eux, il n'y a plus le chef et le sous-chef. Donc, les services qui s'entendent mal, quand ils sont en compétition autour d'un baby-foot, finalement s'entendent. Dans les autres choses qu'on a faites, on s'intéresse beaucoup à la santé et sécurité au travail. J'ai appris au Japon qu'on peut tout copier chez un concurrent. Le produit, on le voit, on le démonte, les salariés, on les débauche, les clients, on les trouve, les fournisseurs, on les trouve. Mais il y a un seul truc qu'on ne peut pas copier, c'est les machines, à condition qu'on ne fasse pas visiter son usine aux concurrents et à condition qu'on les améliore constamment. Donc, on a créé un service interne de conception de machines
Et grâce à ce service de conception de machines, on essaye de concevoir des machines sans troubles musculo-squelettiques. On a eu notre service de médecine du travail qui un jour m'a appelé, c'était en 2010, en disant « Votre médecin du travail part en retraite, il faudra envoyer vos 700 salariés de Montmirail à Épernay. » Alors j'ai fait la même réponse que font la plupart des chefs d'entreprise à l'heure actuelle. J'ai dit « Écoutez, la médecine du travail coûte déjà très cher, là ça va être, et ça ne sert à rien. Il va falloir que je les mette 4 par voiture, que je les envoie à 40 km, ils vont perdre l'après-midi, je vais les payer, ça va me coûter au moins 300 000 € de plus. Il n'y a qu'à supprimer la médecine du travail. » Alors il me dit « Mais vous n'avez pas le choix, c'est une loi, vous êtes obligé de le faire. » Je dis « Ah, bon, donc il faut que je réfléchisse. » Et donc j'ai proposé qu'il m'envoie une infirmière, que je développerais gratuitement un logiciel de télémédecine du travail, que l'infirmière aurait des objets connectés. Et donc, ce système a été pris par notre service de médecine du travail. Plus récemment, en 2017, l'association de patients m'appelle, pourquoi moi, je ne sais pas. Elle me dit, écoutez, je suis la présidente de l'association QT-Long, une malformation cardiaque congénitale. Est-ce que vous pouvez m'aider à en faire la promotion parce que pour ne pas mourir, le QT-Long, c'est dans l'électrocardiogramme, il y a divers points caractéristiques, dont le point Q et le point T. Si le point Q et T sont un peu trop éloignés, vous avez un cœur qui bat lentement, vous êtes doué en sport, mais un jour, le T n'arrive pas assez vite et votre cœur se bloque et vous faites une mort subite en 4 minutes. Quand quelqu'un meurt sur un terrain de foot retransmis à la télé, c'est un QT-Long. Et un simple électrocardiogramme suffit pour le dépister. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, on l'a fait pour les élèves de 3e de la Marne. 3000 élèves. On aurait dû trouver 1 ou 2 QT-Long parmi les élèves. On en a trouvé 5. Les familles ont été analysées, donc on en trouve 4 ou 5 plus dans les familles. Donc, on en a trouvé 30. Il suffit d'un médicament qui coûte 2 € par mois, qui accélère légèrement le cœur. Donc, on peut continuer à faire du sport et on ne meurt plus. Et donc, je me suis dit, je vais faire la même chose pour mes salariés. Et là, le président de la région Grand Est qui est venu me voir, où je lui explique mon projet, il me fait rajouter le prédiabète. Parce que si on détecte le prédiabète, la personne va faire attention et il y a une bonne probabilité qu'il n'aura pas de diabète de type 2 plus tard ou qu'il arrivera beaucoup plus tard. Donc, on a lancé cette opération de dépistage de pathologies sans symptômes ressentis par les salariés et on le donne gratuitement aux services de santé au travail qui le veulent, donc celui, en gros, ceux de la Marne à l'heure actuelle. Materalia. Materalia, c'est un pôle de compétitivité. On m'avait demandé d'en prendre la présidence. Donc, ce que j'ai fait dans ce pôle, j'ai appliqué les idées que j'avais moi-même accumulées dans mon expérience, c'est d'essayer que les PME grandissent. Et grandissent par la technologie. Et on se rend compte que quand on discute avec un chef de PME, il sait ce qu'il doit faire. Mais seulement, il n'a pas le temps, il est pris, et donc il n'a pas le temps de construire un plan. Donc l'idée, c'était de faire des réunions avec le chef d'entreprise et l'aider à mettre au point son plan de développement. Je suis par ailleurs vice-président de la FIEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, et on m'a donné le poste de vice-président innovation. Et je me rends compte que les chercheurs académiques font des thèses quelquefois avec des grands groupes, mais jamais avec les PME. Donc j'ai institué, il y a une dizaine d'années, le prix de la recherche appliquée, où on donne un diplôme, et on fait ça lors des réunions annuelles des Instituts Carnot. On donne un diplôme et un prix d'environ 10 000 € à 3 chercheurs ou 3 équipes de recherche qui ont développé des produits pour des PME. Au fond, la PME a rarement un service de recherche et développement et l'université peut les aider à monter en gamme. Voilà, j'ai fait le tour.
Parfait, on va même rester avec vous et sur cette question de justement de la formation des jeunes. Donc, vous venez d'évoquer justement les liens trop insuffisants entre la recherche, l'université et les PME. C'est pourquoi vous avez mis en place ce prix. Vous avez également pour habitude de recruter au niveau collège grâce à une initiative que vous avez mis en place et à travers laquelle en fait vous permettez finalement aux collégiens de découvrir le monde de l'entreprise bien en amont avant de faire finalement les choix les plus importants en termes d'études. Donc ici, quel est votre secret pour convaincre les professeurs? Est-ce que vous voulez bien que je vous réponde pas et que j'attende Oui, la partie suivante mais de ce séminaire? mais je vous donne la parole sur cette partie-là. Vous me la donnez maintenant. Oui, oui, oui. Vous étiez en train de parler des diplômés. Je trouve ça intéressant de savoir quels Alors, sont les leviers que vous avez mis en place justement pour recruter les collégiens, pour recruter les ingénieurs. alors, je vais commencer par mes recrutements. Au début, quand j'ai voulu monter en gamme, je me suis dit, il faut que j'embauche chez des concurrents, il faut que j'embauche des gens expérimentés. Les faire venir à la campagne, c'est quasiment impossible parce qu'ils ont un conjoint qui travaille quelque part ailleurs, parce qu'il a des enfants qui sont au lycée et il a peur pour les études de ses enfants. Et puis en plus, les quelques-uns que j'avais réussi à recruter ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Ils venaient avec ce qu'ils connaissaient de leur entreprise, alors que moi, je voulais monter en gamme. Et ils n'étaient pas préparés à cette démarche-là. Et donc, je me suis rabattu sur des débutants complets. Mais quand vous êtes notamment ingénieur, mais quand vous êtes ingénieur jeune diplômé, vous avez fait des études d'ingénieur dans une grande ville, à Reims, à Paris, à Strasbourg, vous ne voulez pas vous enterrer à la campagne, donc vous ne venez pas. Donc je proposais des stages, mais ils ne venaient pas. Et donc, toutes les écoles d'ingénieurs ont un stage de 6 mois à faire en dernière année. Donc j'ai dit, écoutez, moi, je vous rémunère 1 000 € net par mois. Donc là, ils venaient, oui, mais le logement. Ah ben, dans une petite ville comme Montmirail, il n'y a pas de logement. Donc, j'ai acheté des pavillons et j'ai fait des studios meublés. Donc, et je leur facture le studio, enfin, je leur demande une participation, 150 € par mois, Internet inclus, femme de ménage inclus, meubles inclus, etc. Et comme ça, ils viennent. Et au bout de 6 mois, on a eu le temps de les observer. S'ils ont fait un bon stage, on peut les recruter, leur proposer un emploi sans risque. Et de son côté, l'étudiant dit, mais finalement, la campagne, c'est pas si mal que ça. Si je veux passer ma soirée à Paris, je peux quand même y aller. J'ai qu'1 heure de voiture pour arriver à Paris. Et donc, et puis en plus, il s'aperçoit qu'il va peut-être bientôt se marier, qu'il aura des enfants, mais c'est peut-être mieux d'habiter à la campagne que dans une grande ville, que pour le prix d'un studio, il a une maison, un pavillon avec jardin, et que ses enfants peuvent aller à pied à l'école. Donc ça, c'est le recrutement. Par contre, il faut être patient et les former. Donc 10% de la masse salariale s'en va en formation continue. Ensuite, en 1996, l'Éducation nationale a créé le stage d'une semaine en entreprise pour qu'ils connaissent un peu l'entreprise. Donc, le principal du collège de Montmirail m'appelle et me dit il faudrait me prendre des élèves en stage parce que j'en ai 30 à placer. Mais j'écoute, alors à l'époque, j'avais 200 salariés. J'écoutais, mon entreprise est trop grosse. Il va falloir que je mette un cadre avec l'élève. L'entreprise est compliquée. En une semaine, il ne comprendra pas comment ça marche. Mettez-les plutôt dans les magasins de la ville. Il verra les clients, il pourra servir le client. Et le principal insistait, écoutez, je n'arrive pas à les placer, il faut absolument que je trouve un endroit où les prendre. Donc j'ai dit, écoutez, je vous prends toute la classe, mais vous me donnez tous vos professeurs en même temps. Et donc j'ai fait des réunions préalables avec les professeurs en disant, le prof de maths, vous en êtes où? Il me dit, j'en suis à la trigonométrie. Alors j'ai dit, c'est sensationnel. Vous amenez vos élèves sur nos lignes de rubanage et vous montrez qu'en fonction de l'angle de rubanage, le taux de recouvrement du ruban, il est bon, il est mauvais. Et ensuite, vous amenez vos 30 élèves en salle de réunion et vous leur dites, écoutez, si vous savez calculer un sinus, le taux de recouvrement, il sera bon. Le prof de maths, le prof de physique, il en était à la loi d'Ohm. Moi, je dis, là, c'est vraiment sensationnel. Vous emmenez vos élèves
au laboratoire de contrôle de nos conducteurs, vous leur montrez qu'en fonction de la longueur, du diamètre, etc., les valeurs sont différentes. Puis après, vous les emmenez en salle de réunion et vous dites, écoutez, si vous savez par cœur U égale RI, vous n'avez même plus besoin de faire la mesure, vous savez que le conducteur sera bon. Et les professeurs de français me disent, bah, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise très, très, très technique? Je dis, vous allez faire, j'arrive pas à faire rédiger des brevets à mes ingénieurs parce qu'ils disent que c'est le rôle du cabinet de brevets, donc ils font rien. Donc vous allez, à vos élèves, vous allez leur faire rédiger un brevet, parce qu'un brevet, c'est jamais qu'une rédaction en 3 parties. Un, on explique comment on faisait jusque-là, et vous allez leur montrer comment on fait le rubanage. 2, vous allez montrer comment c'est l'invention. Et l'invention, c'est faire un rubanage avec du mica pour que le câble tienne à plus haute température. Il faut faire un petit dessin à main levée. Et puis 3, la troisième partie de la rédaction, qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'invention et la façon dont on faisait avant. Quand les élèves ont rendu leur rédaction, c'était tellement bien écrit et tellement clair, j'en ai fait autant de photocopies que d'ingénieurs. J'ai dit, écoutez, maintenant, si des gamins sont capables de rédiger des brevets, vous, avec votre bac+5 ou même votre bac+8, devriez y arriver aussi. Et donc, j'ai plus de problème, sinon ils perdaient la face. Alors maintenant, en plus, on leur fait écrire des enveloppes solo, qui est une forme de brouillon, et on a un comité innovation qui sélectionne les meilleures enveloppes solo. Il y a une petite prime, il y a un diplôme, qui donne aussi une petite prime et un diplôme à ceux qui déposent des brevets. Et quand la ministre Agnès Runacher est venue visiter mon entreprise il y a environ une dizaine de jours, c'était au moment où on faisait notre séminaire R&D, et donc c'est elle qui a remis les diplômes à tous ceux qui ont fait les meilleures enveloppes solo et brevets. Et j'ai été un peu long, hein. Non, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces exemples d'initiatives locales. Je me tourne à présent vers Monsieur Méhaignerie. Vous nous avez parlé de l'existence de la faculté des métiers précédemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son mode de fonctionnement? Pourquoi vous avez eu l'idée de mettre en place cette faculté des métiers? Et vous nous avez également parlé de la maison de l'emploi. Donc, quels sont les avantages en fait à cette maison de l'emploi pour le territoire local? Faculté des métiers, pourquoi un jour un jeune, je le reçois, il était maçon, il voulait changer et être comptable. Je lui dis, mais il y a beaucoup de petites entreprises à reprendre dans le bâtiment et tout ça. Il me dit, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je vais au bal, que je danse en général avec une fille qui me demande, qu'est-ce que tu fais, toi? Et que je dois répondre maçon, j'ai 2 chances sur 3 qu'elle ne refasse pas une danse avec moi. Ça m'avait frappé. Et je dis vraiment ce besoin de considération dans ce pays quand même très hiérarchique m'a conduit avec les chambres des métiers et les chambres d'industrie. Lorsque le président Mitterrand avait dit qu'il fallait doubler le nombre d'écoles d'ingénieurs, nous avons fait un campus à 12 km de Rennes. Et au milieu des écoles d'ingénieurs, on a regroupé les centres de formation d'apprentis qui, bien entendu, eux, étaient dans des bâtiments préfabriqués en périphérie de Rennes, et de l'appeler faculté des métiers avec toujours cette idée de la considération. Et aujourd'hui, je voudrais que l'éducation nationale aille beaucoup plus loin et accepte l'idée d'université des métiers. Parce que je constate qu'en fin de 3e, lorsqu'on oriente un jeune vers l'enseignement technique ou l'apprentissage, une partie des parents ont déjà un premier sentiment de déclassement. Et ce que nous n'avons pas ni en Suisse ni en Allemagne. Et donc, il y a un énorme travail à faire, si bien que nous, parmi les initiatives, tous les 2 ans, on faisait une académie des métiers, on remettait des prix à tous les jeunes avec un CAP, un bac technique, un bac techno, et des chefs d'entreprise ou des cadres, ingénieurs, montraient qu'à partir d'un CAP, on pouvait. Bon. Voilà ce que j'appelle l'idée de la faculté des métiers. Et le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation pour faire travailler ensemble
10 structures, des chambres des métiers jusqu'au RSA, en passant par le CIO, la mission locale et bien sûr Pôle emploi. Et le fait que ces hommes et ces femmes soient regroupés dans un même ensemble, aillent déjeuner ensemble, ça facilite les coopérations. Par exemple, entre l'éducation nationale, le CIO, qui était parfois les entreprises. Et donc, cette idée de la maison de l'emploi de l'entreprise est très, très positive. Mais je poursuis ce qui a été dit tout à l'heure. On a d'autres initiatives, bien entendu. Les troubles musculo-squelettiques autour de la piscine, on a fait un ensemble parce qu'il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques, surtout dans l'industrie agroalimentaire. Faire entre les entreprises une journée du sport de toutes les entreprises, ça facilite énormément le contact et ça casse les préjugés. Et notre dernière initiative, nous voudrions, pour les 18-25 ans, il y a quand même un problème des jeunes 18-25 ans. Je ne suis pas favorable au RSA jeunes 18-25 ans sans responsabilité du jeune. Et donc, nous voudrions que pendant cette période, les jeunes puissent avoir 300-400 euros lorsqu'ils n'ont pas de perspective, mais qu'en échange, tous les retraités d'un territoire se mobilisent pour donner 15 heures d'enseignement ou de pratique à ces jeunes de 18 à 25 ans. Le maraîchage, l'apprentissage de l'anglais, l'art oratoire, les visites d'entreprise, des ateliers numériques. Parce que nous allons avoir 20% de retraités. Et le besoin d'utilité sociale est fortement ressenti. On l'a vu lorsque nous avons fait l'outil en main, l'association L'outil en main. Et donc, je crois que mobiliser un territoire et préparer l'emploi de demain, c'est une façon d'être solidaire vis-à-vis des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont rien aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce qu'un territoire peut faire, c'est tout ce qui a été dit tout à l'heure, en capacité d'initiative et puis en travail collectif. Merci beaucoup pour ces exemples d'initiatives. Je me tourne à présent vers Monsieur Vernat pour lui poser une question qui est très similaire, à savoir qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les dispositifs mis en place par Toshiba pour former les salariés. On a beaucoup formé de la formation initiale, mais on sait aujourd'hui l'importance de la formation continue et de la formation en entreprise. Monsieur Vernat. Oui, alors j'ai vraiment adoré le témoignage de Joseph Puzo à travers ces exemples de formation de jeunes dans l'entreprise finalement, et qui revient complètement à ce qu'on appelle chez nous le on-job training, hein, donc, où effectivement on a toujours souhaité mettre en place ce type de formation avec un accompagnateur lorsqu'on accueille une nouvelle personne, donc qu'il s'agisse d'un nouvel embauché ou d'un intérimaire. Et on a mis au point, on a mis au point par exemple une méthode de formation en 4 points où en fait le formateur commence par montrer l'opération qui va être à réaliser, puis il explique ce qu'il a fait et ensuite il demande au nouveau venu de réaliser lui-même son opération. Et puis, dernière étape, on demande à la personne formée d'expliquer ce qu'elle vient de faire. Et donc, on se rend compte que par cette méthode-là, c'est extrêmement intéressant puisqu'on associe à la fois le visuel, mais aussi la compréhension du fait d'avoir à expliquer ensuite ce qui a été fait. Et donc, ça permet aussi aux formateurs de valider que l'ensemble des opérations a bien été comprises. Et quand c'est compris que c'est exprimé comme tel, effectivement, on peut s'assurer que la formation est acquise. C'est également extrêmement intéressant du point de vue pédagogique pour le formateur aussi, puisque quand lui-même doit synthétiser ce qu'il vient de montrer à son nouveau venu, il se doit effectivement de faire un effort pédagogique également pour expliquer clairement l'opération qui va être réalisée. Donc typiquement ce genre de formation qu'on retrouve aujourd'hui à travers des méthodes qu'on appelle l'AFEST, hein, donc des actions de formation en situation de travail, et qu'on a voulu également transmettre chez nos sous-traitants, où en fait on a mis en place une formation, ce qu'on appelait PARI, donc Programme d'amélioration de nos ressources industrielles,
où, pour ce faire, on demandait à des binômes chez nous, donc opérateurs agents de maîtrise, d'expliquer à des binômes opérateurs agents de maîtrise de nos sous-traitants comment nous mettions en place toutes nos méthodes de travail. Donc, qu'il s'agisse d'aménagement de son poste de travail, qu'il s'agisse des applications des 5S de la totale productivité, qu'il s'agisse d'usage d'indicateurs et graphes, d'opérations de maintenance faites à son poste, etc. Et donc, par module de 5 journées, donc nous recevions 10 personnes, donc 5 entreprises représentées, 2 personnes à chaque fois. Et ce sont des opérateurs chez nous qui expliquaient en fait comment on mettait en place ces différentes méthodes de travail chez nous. Et là, on retrouvait un petit peu ce qu'expliquait M. Pouzeau, c'est-à-dire que le matin, ça se passait un petit peu en salle où on expliquait ce qu'on allait voir. Puis, on mettait ensuite les personnes en situation de travail sur des postes expérimentaux où on leur demandait de réaliser eux-mêmes sous forme de pilote donc ce qu'ils avaient appris. Et on revenait en salle débriefer sur ce qui avait été fait et compris. Et l'intérêt était que la dernière journée, en fait, on invitait les chefs d'entreprise et donc on demandait aux personnes qui avaient passé ces modules de formation donc de définir un projet qu'ils souhaitaient mettre en place dans leur propre entreprise, découlant de ce qu'ils avaient acquis. Et on demandait aux chefs d'entreprise de s'engager à apporter effectivement tout le soutien dans la mise en place de ce pilote dans son entreprise. Et donc, avec une forme d'engagement de la part du chef d'entreprise devant l'ensemble des personnes, donc ce qui du coup, assurait, en fait, suffisait à assurer la réussite du transfert donc de ces savoir-faire et de ces compétences. Donc, des situations, effectivement, où toujours, par la situation de travail et par l'expression, par la personne elle-même de ce qu'elle fait, de ce qu'elle réalise à son poste de travail, donc les opérateurs forment les opérateurs chez nos sous-traitants. Au-delà de cela, au niveau du territoire, par exemple, donc Dieppe est aussi un territoire assez éloigné, puisque bon, on prend le train de revenir de Paris à Dieppe, et là, le train s'arrête, on ne va pas plus loin, c'est la mer, hein, au bord de Manche. Et donc, on a une difficulté, effectivement, qui est de garder nos jeunes compétences dans nos entreprises. Donc, ce qui a été fait là, par le biais du réseau collectif, donc Dieppe Méca Énergie, en relation avec les écoles d'ingénieurs de Rouen, en fait, nous avons souhaité mettre en place donc une formation ingénieur alternance pour les 2 dernières années, en fait, où pendant 18 mois, donc, les entreprises s'engageaient à prendre des alternants venant des écoles d'ingénieurs rouennaises sur le territoire de Dieppe pour assurer effectivement, par le biais de cette alternance, donc, le retour de jeunes qui, sans cela, seraient partis sur Rouen, puis Paris et ailleurs, et ne seraient probablement pas revenus dans nos entreprises. Donc, ce qui a été un vrai travail donc, collaboratif avec les écoles d'ingénieurs, avec le recteur d'académie, pour pouvoir mettre en place ce nouveau module de formation et garder les compétences sur nos territoires. Donc là encore, le jeu du collectif, l'engagement des chefs d'entreprise a joué complètement son rôle pour préserver les compétences au sein de nos entreprises. Merci beaucoup. Donc, on a évoqué le collectif, on a évoqué l'importance de l'implication des dirigeants d'entreprise, comment former, recruter, conserver les salariés et les compétences sur son territoire. Un autre point que nous souhaiterions aborder maintenant, c'est celui finalement de l'accompagnement des acteurs publics sur vos projets locaux. Donc, Monsieur Meignery, vous nous avez fait part des dysfonctionnements que l'on pouvait observer dans les dispositifs et les programmes mis en place par l'État. De manière générale, pour vous, quels sont les dysfonctionnements qui peuvent freiner le dynamisme économique d'un territoire? Et vous nous avez dit que le local était le bon niveau de gouvernance quand l'État ne pouvait pas finalement le faire. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un dialogue possible entre les deux? Enfin, comment permettre que des initiatives au niveau national soient adaptées au niveau local? Et faut-il une séparation, une décentralisation beaucoup plus nette pour faire réussir un projet local? La coopération entre les entreprises et les élus est souvent facile, positive. Ce qui pose vraiment problème, ce sont les délais et l'empilement des structures. Et donc, on a fait des lois, mais on n'est jamais vraiment arrivé à une décentralisation et à une simplification.
Or, ce problème de simplification est extrêmement important. Je me rappelle de chef d'entreprise hollandais qui a un abattoir de veau à côté de Vitré, à Châteaubourg. Il me dit « Ah, les Pays-Bas maintenant sont passés devant la France en matière d'exportation dans le secteur agroalimentaire. » Et c'est vrai que nous sommes passés du 2e au 6e rang, alors que nous avons un potentiel dans le secteur agroalimentaire extrêmement important. C'était devant 250 éleveurs. Je lui dis oui, mais vous n'appliquez pas les mêmes contraintes d'environnement que nous en France. Il me regarde en face, il dit si, mais la grande différence entre vous et nous, c'est que nous, on règle les problèmes en 6 mois, vous, il vous faut 4 ans. Ça explique beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, il y a de la part de l'État, on fait de nouvelles lois, trop de lois d'ailleurs, de simplification et d'expérimentation. J'étais à l'origine de la loi sur l'expérimentation, mais elle n'est pas appliquée. Il y a 1250 agences publiques, il y a des structures, on le voit pour la santé aujourd'hui, qui veulent du pouvoir et qui ne veulent pas perdre de pouvoir. Donc, je pense que pour moi, c'est le point essentiel aujourd'hui de difficulté pour l'industrie, pour les activités économiques. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'était sur quoi? Je n'ai plus souvenir de ce que vous m'avez dit. Alors, la question, c'était de savoir de manière générale, est-ce que, dans quelle mesure le local, c'est l'échelle pertinente pour mettre au point des projets de territoire. Et comment faire pour que finalement, on arrive à avoir une bonne coordination entre les décisions, on va dire, prises au niveau de l'État et puis la mise en place au niveau local. Oui, nous avons mis en place une initiative qui pourrait être copiée ailleurs. Nous avons reçu plusieurs premiers ministres et chefs d'État sur la maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation que nous avions décidé avec Jean-Louis Borloo, qui était ministre du Travail. L'idée, c'était de se connaître, de travailler ensemble, de regrouper ces 10 structures. Et lorsque le délégué à l'emploi, M. Message-Barèche, est venu à Vitré, il a dit « mais ça réglerait 80% de mes problèmes si on développait ces structures où tout le monde travaille ensemble. » Eh bien, depuis, il n'y a pas eu de nouvelles structures du type de maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation, parce que chaque structure est jalouse de ses pouvoirs et ne tient pas à coopérer avec d'autres. C'est ce que j'ai ressenti, et c'est là où je pense que le local, sans attendre des autorisations de l'État ou des structures, peut prendre des initiatives. On parlait tout à l'heure des entreprises apprenantes, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples qui ont été pris par des entreprises. Aujourd'hui, nous, la difficulté pour les jeunes et pour attirer, ça va être de plus en plus le logement. Donc, vite, on travaille sur des idées comme les logements meublés dont on rappelait l'importance tout à l'heure pour que 35% du salaire ou 40% du salaire du jeune n'aille pas en logement. Donc, je pense que le local peut puissamment aider à développer l'industrie et l'économie française. Et c'est au local de reprendre le pouvoir et de travailler avec les entreprises, l'État et les administrations. Et notre expérience montre que nous avons eu des résultats par cette mobilisation de toutes les initiatives possibles. Merci beaucoup. Monsieur Vernat, je vous pose la même question finalement. En quoi, selon vous, le local, c'est le bon niveau, c'est le niveau pertinent pour mettre en place des projets, notamment la revitalisation du tissu industriel. Voilà. Oui, alors je dirais qu'il importe surtout que les chefs d'entreprise eux-mêmes s'impliquent dans la mise en place de ces actions collectives. Alors pourquoi les chefs d'entreprise? Parce qu'en fait, ils ont théoriquement un leadership naturel et légitime, et puis un réalisme économique surtout, de par les exigences aujourd'hui implacables de l'évolution de leur marché, de l'évolution de leur métier,
la nécessité de s'adapter en fait rapidement, de se transformer et de le faire effectivement en accompagnant l'ensemble de leurs salariés dans ces transformations. Donc, le chef d'entreprise est au cœur même des sujets en fait d'évolution, de changement de nos sociétés et doit, par voie de conséquence, être impliqué effectivement dans ces mouvements-là. Alors, bien sûr, les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer. Et si je m'en réfère à la constitution de la grande entreprise Vialogue, nous avons bien évidemment été accompagnés au démarrage de notre projet, à la fois par l'agglomération, donc Dieppe-Maritime, mais aussi par la région. Et nous avons même fait appel au départ à des fonds FEDER en ayant fait labelliser finalement notre projet par le pôle de compétitivité Novalogue à l'époque. Donc, ce qui permet effectivement de pouvoir assurer le mode de fonctionnement, la structuration finalement de la grande entreprise et de nous faire accompagner également par des laboratoires universitaires qui nous ont mis comme si on était un petit peu sous cloche, une plante qui pousse sous une cloche, sous les projecteurs en fait de ces universitaires qui viennent observer, qui nous apportent également des témoignages sur ce qui se fait, sur ce qui s'est expérimenté ailleurs et qui viennent éventuellement conseiller ou nous ouvrir un petit peu l'esprit sur de nouvelles façons de faire. Et donc cet accompagnement-là, qui a duré pendant les 3-4 premières années effectivement de la constitution de Vialogue, a été extrêmement positif et favorable à la réussite finalement de notre grade d'entreprise. Aujourd'hui, donc, une grade d'entreprise qui est en mesure de développer 1 500 000 euros de chiffre d'affaires sur le territoire, qui, par son mode de fonctionnement avec des contributions des entreprises d'une part et une commission en fait sur les chiffres d'affaires perçus par les entreprises, permet d'assurer totalement l'indépendance financière de notre grande entreprise et donc de s'affranchir complètement de ces fonds publics qui ont été nécessaires au démarrage, mais vraiment une collaboration qui a été organisée dans ce sens-là, en fait, où on savait que de toute façon, il y aurait des engagements progressifs des fonds publics, qu'il fallait qu'on assure, nous, la pérennité de nos propres actions et cette poursuite. Et en cela, le chef d'entreprise a cette conviction qu'en fait, il ne doit pas dépendre de fonds publics. Le chef d'entreprise est quelqu'un généralement assez indépendant, hein, qui n'aime pas non plus cette ingérence, on va dire, de l'État ou des fonds publics dans le fonctionnement de son entreprise et qui souhaite rapidement s'en affranchir. Donc, c'est aussi une des clés de la réussite. Et on voit aujourd'hui, on a à travers le plan de relance aujourd'hui sans précédent, donc il y a peut-être cette tendance un petit peu de l'État de vouloir s'ingérer dans le fonctionnement de l'entreprise en sollicitant des contreparties, en voulant imposer le télétravail dans les entreprises, en voulant donc s'immiscer finalement dans ce qui devrait être du ressort du dialogue social au sein de l'entreprise, entre la direction de l'entreprise et ses représentants du personnel, donc des choses qui doivent se traiter localement au sein de l'entreprise et qui sont le meilleur moyen effectivement de prendre en compte tous les tenants et les aboutissants du bon fonctionnement de cette entreprise ou de ces démarches. Merci beaucoup. Monsieur Puzot, de votre côté, quelles sont les relations que vous entretenez avec les collectivités locales ou la région, voire dans quels programmes nationaux vous êtes impliqués? Alors, j'ai créé en 1983 le club des chefs d'entreprise de Montmirail. Nous sommes une quinzaine de chefs d'entreprise, la mienne est la plus grosse. On fait un dîner tous les 2 mois. On privatise une salle d'un des 4 petits restaurants de Montmirail et on invite le maire. Donc, on fait un tour de table pour voir la situation de chacun. Si on a un qui a des difficultés, on regarde si on peut l'aider et c'est le maire qui parle en dernier. De temps en temps, on invite un député ou des personnes de l'extérieur. On a quelques principes. Par exemple, on ne doit pas débaucher dans une autre entreprise. On doit embaucher des chômeurs. Il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est assez bien respecté. À titre personnel, j'ai été plusieurs fois sollicité pour faire partie des équipes municipales. J'ai toujours refusé. Le principe étant, il faut que je m'entende avec quelle que soit l'équipe élue. Par contre,
j'incite mes salariés à se présenter sur la liste qu'ils veulent. Et donc, il y en a toujours d'élus, ce qui permet de parler d'Axone dans le conseil municipal. Ensuite, on contribue aux festivités locales. Montmirail, vous savez tous que c'est une des plus belles batailles de Napoléon Ier, une victoire. Donc, j'ai organisé la reconstitution. 30 000 spectateurs, 100 hectares de terrain, 1100 reconstitueurs, etc. Pour les 50 ans d'Axone en 2015, on a organisé le trail, le Montmi Trail de Montmirail, avec là ouvert à tout le monde, course à pied, semi-marathon, marathon et même un peu plus. On organise, et on a un club de danseurs napoléoniens. Donc, on organise le dernier samedi le bal impérial avec menu de l'époque. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, cette année, on ne le fait pas à cause du Covid, mais l'année prochaine, dernier samedi. Durant le Covid, on a essayé d'aider un peu tout l'environnement. On a distribué nos masques, on en avait en stock, puisqu'on a des salles blanches, des surchaussures, des visières. On a même inventé des masques en téflon poreux, utilisables indéfiniment. Mais quand les petits FFP2 sont apparus, ils sont tellement bon marché que notre masque à 80 € était trop cher. Voilà, donc je fais à peu près le tour. Donc on a une relation. Ah oui, on participe aux journées du patrimoine, on organise les visites du château, on fait des expositions, etc. Donc on participe à la vie locale. Merci beaucoup. J'ai une question des participants pour M. Méhaignerie. Est-ce que, selon vous, la décentralisation au niveau régional est opérante? Ça dépend des régions, car certaines régions reprennent les défauts de l'État. Centralisation, bureaucratie, rigidité, c'est-à-dire du top-down au lieu du bottom-up. Et moi, j'ai une phrase remarquable du Ménet, qui est une entreprise, qui est un bassin d'emploi qui a acquis l'autonomie énergétique, qui disait ceci: les marmites commencent toujours à bouillir par le fond et jamais par le couvercle. Et je crois que cette idée, elle est vraiment vitale, et que nous avons encore des habitudes, y compris dans certaines régions, de centralisation, d'appel à projets, plutôt que de donner au territoire, essentiellement aux communautés, l'enveloppe et la liberté d'agir et de choisir. Voilà. Donc, oui, en partie, mais pas suffisamment au niveau de la capacité des régions de faire confiance aux territoires et aux entreprises. Merci beaucoup. Je veux poser la même question à M. Vernat et M. Puzot. À votre avis, est-ce que cette décentralisation au niveau régional fonctionne et existe? Oui, alors, effectivement, elle existe, elle fonctionne. Bon, on a un président de région, Hervé Morin, qui défend bec et ongle, effectivement, cette décentralisation. Et avec notamment la création d'une agence, agence de développement pour la Normandie, qui se veut être très proche effectivement des chefs d'entreprise, des filières notamment, et donc une politique de filière forte qui est menée sur notre région depuis 3-4 ans, ces filières réunissant les chefs d'entreprise par typologie métier, donc logistique, automobile, aéronautique, énergie, etc. Donc, elle est effective, elle pourrait aller plus loin. Je prends l'exemple de la filière logistique Seine-Normandie où lorsqu'on a dû se régionaliser en fait entre ex-Haute et ex-Basse-Normandie, la question se posait de savoir si on allait faire une seule entité régionale, et j'ai défendu pour le coup le fait de s'appuyer sur des clubs logistiques territoriaux. Donc aujourd'hui, on a effectivement 6 clubs logistiques sur les différentes villes donc, de la région Normandie. Et je pense que cette particularité est essentielle
pour pouvoir associer à la fois donc, la connaissance des territoires, les particularités de chaque territoire et l'implication des chefs d'entreprise localement sur leur territoire, y compris dans leurs relations d'ailleurs avec les responsables publics de chacun de ces territoires, et puis une coordination finalement du collectif qui se fait au niveau de la filière régionale. Donc cette coordination qui va ensuite faire des appels à projets, mener des actions collectives et au besoin donc aller collecter les fonds ou les financements nécessaires à telle ou telle action. Mais c'est vraiment cette relation. Alors Pierre Ménury parlait de relation top-down, bottom-up. Bottom-up, c'est très exactement ce qu'on applique dans nos entreprises en fait, hein, avec une vision de l'entreprise, des enjeux stratégiques, des projets, et puis en même temps, on demande à nos salariés de s'approprier en fait les outils qui sont mis en place, de les déployer au quotidien, de mener des groupes de progrès et d'avoir des indicateurs de pilotage opérationnel donc, sur le terrain. Et c'est vraiment cette combinaison entre le top-down et le bottom-up qui fera l'excellence opérationnelle de nos territoires comme elle fait celle de nos entreprises. Monsieur Puiseau. Le président de la région Grand Est, Jean Rotner, médecin urgentiste de formation, a lancé au mois de mai de l'an passé, c'est appelé le Business Act pour relancer la région. Et il a divisé le travail en groupes thématiques et on m'a confié le groupe thématique métiers en tension, compétences métiers en tension. C'est-à-dire les métiers pour lesquels il y a plus d'offres d'emploi que de chercheurs d'emploi. Et donc avec mon groupe, on a trouvé que les métiers en tension sont à Bac+2 et non pas au niveau ingénieur, même s'il y a des tensions en ingénieur. Les plus grosses tensions sont à Bac+2. Le principal de tous les métiers en tension, c'est programmeur. Après, on trouve outilleur, on trouve technicien de maintenance. Donc, c'est ce niveau-là, parce que ceux qui n'ont pas fait un bon IUT, ben, ils essayent de devenir ingénieurs, et à peu près la même chose pour les BTS. Donc, voilà. Donc, avec Pôle emploi, on a lancé un campus programmeur en disant, ben, comme il n'y a pas de programmeur sur le marché, mais que pour être un bon programmeur, il faut avoir un esprit très logique, on a demandé à Pôle emploi de nous sélectionner des chômeurs avec un esprit très logique. Donc, ils sont partis de 100, ils ont fait des tests. On en voulait 12 à la fin. Et en tests successifs, ils sont arrivés à 12 qu'on a formés dans l'entreprise en y affectant un local et en faisant venir les professeurs. Et on a fait la même chose pour les outilleurs. Et les outilleurs, le problème vient du fait que les lycées techniques n'ont plus de machines-outils parce que c'est dangereux. Et donc, on a trouvé un lycée à Reims qui a accepté de récupérer des machines-outils sans commande numérique pour donner une formation de base pendant quelques mois. Puis, on a pris ces élèves dans l'entreprise après pour qu'ils finissent leur formation. Donc, il y a une coopération au niveau régional qui est assez bonne entre l'équipe élue et les chefs d'entreprise de la région. Merci beaucoup. Toujours avec vous, Monsieur Puiseau, on a une question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'environnement concurrentiel d'Axon Câble? L'environnement concurrentiel. Oui. Quand je suis arrivé en 80, j'avais 800 concurrents en France. Il y avait 800 PME qui faisaient du câble parce que les années 70 avaient été euphoriques pour les câbliers à cause du plan téléphone fixe et à cause de la distribution de l'énergie des centrales nucléaires. Et donc, à l'heure actuelle, je n'ai plus de concurrents en France. J'en ai quasiment pas en Europe. Les concurrents sont américains pour la plupart, un tout petit peu japonais et apparaissent des concurrents chinois, qui devient un pays très innovant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait du câble très miniaturisé qui monte très haut en fréquence. On s'est rendu compte qu'au fond, la fibre optique n'était pas nécessaire dans beaucoup de cas. Il suffisait d'améliorer le câble.
Donc, on équipe, on câble un peu tous les programmes spatiaux dans le monde. OneWeb, la méga constellation OneWeb, OneSat, qui est un des satellites d'observation militaire, je crois, du Luxembourg. On équipe le programme Syracuse, qui mélange les satellites, les chars au sol, etc., qui doivent communiquer entre eux. Alors, dans l'anecdote, dans ma visite au Japon, en 90, probablement quand Toshiba s'est développé, les Japonais, les usines japonaises en Europe importaient du Japon du câble plat. Donc, je suis allé voir le directeur achat de Sony en Alsace en disant, écoutez, au lieu d'importer du Japon et payer des taxes à 14%, achetez-moi du câble plat. On sait faire parce qu'on a équipé un missile en câble plat, le missile RX qui a été utilisé dans la guerre des Malouines. Alors, il s'est mis à rire parce qu'il a dit, bof, vous savez travailler pour des satellites et des trucs comme ça. Si vous avez un peu de colle qui bave de votre câble, vous le grattez avec l'ongle et le problème est réglé. Si je vous achète 20 millions de câbles par an, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne saurez jamais faire. Donc, j'ai fait une coopération avec une société japonaise qui m'a vendu ces machines. Et donc, je suis retourné voir cet acheteur qui m'a dit, en lui disant maintenant j'ai des machines japonaises, voilà. Et on a démarré à faire ça en Europe. Donc, à l'heure actuelle, ah oui, j'ai découvert que ce qui est dur, c'est d'inventer les produits, pas d'inventer les process. Au fond, avec une équipe conception de machines, on peut inventer des process de production de masse plus facilement que d'inventer le produit. Donc, à l'heure actuelle, dans votre voiture, dans tous ceux qui nous écoutent, ils ont, avec une grande probabilité, 2 € de ma société au centre de leur volant, parce qu'on fait le câble plat qui pilote toute l'électronique au volant. Et donc, je dirais, ce qu'il faut, c'est monter en gamme en technologie. La production de masse, c'est beaucoup plus facile à réaliser en ayant des équipes qui conçoivent les machines. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'était une question d'un de nos participants. Et sur l'écologie, toutes mes usines sont avec toit végétalisé, par exemple, et d'avoir un toit végétalisé où on fait pousser la pelouse au-dessus, des choses comme ça, ça permet de stabiliser la température dans l'usine et on fait des économies en climatisation. Voilà. Donc, ma première usine qui faisait des câbles plats pour l'automobile et pour l'électronique, elle était dans un cloître ou sous la pelouse du cloître. Et on a été compétitif en France sur ces câbles plats jusqu'au milieu des années 2000. Donc, on exportait nos câbles plats en Chine. Enfin, depuis ces câbles-là, on les finit en Chine. Voilà. Merci beaucoup. Thierry, tu as des questions pour nos intervenants? Alors, j'ai beaucoup de questions, mais je ne vais pas accaparer la parole. Je vais tout de même en poser une qui était à l'origine de cette rencontre d'aujourd'hui. On se posait des questions sur le rôle des entrepreneurs territoriaux. Alors, vous l'avez abondamment illustré, mais aussi sur d'où ils viennent, parce que vous pouviez tous avoir d'autres projets. Joseph Puzo aurait pu vouloir privilégier la conquête de nouveaux marchés pour Axon. Alain Vernat aurait pu souhaiter faire une carrière dans le grand groupe dont il dirigeait une des filiales. Pierre Meignery n'avait absolument plus rien à prouver. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par rapport à d'autres projets tout à fait honorables, vous vous êtes investi et, pardon, je voulais aussi dire avant, on a aussi repéré parmi ces gens qui servent de connecteurs et qui dynamisent un territoire beaucoup d'élus locaux, de fonctionnaires territoriaux, de membres des chambres de commerce, etc. On voulait en inviter aussi. Ils nous ont tous dit « Ah non, moi, je ne peux pas venir, je vais envoyer mon chef ». Et dans ce cas-là, on leur a dit « Non, merci, ce qu'on veut voir, c'est vraiment la personne qui fait le boulot ». Donc, qu'est-ce qui, à un moment, a fait que parmi tous les investissements possibles que vous aviez, vous avez choisi
de vous investir autant dans la dynamisation de votre territoire? Et je dirais, qu'est-ce qui fait que c'est aussi rare? Parce qu'il y a 148 territoires d'industrie, il y en a quand même beaucoup qui pataugent un peu à arriver à se fédérer autour d'un projet. Donc, comment peut-on vous cloner ou en tout cas encourager les vocations? Monsieur Bernard, vous commencez? Oui, je peux intervenir. Donc, alors, tout d'abord, moi, j'ai démarré ma carrière, j'ai fait 3-4 ans au sein du groupe Philips, et j'ai eu l'occasion de faire un déplacement à Singapour et j'ai découvert les méthodes de travail japonaises au cours de ce déplacement à Singapour. J'ai voulu à partir de là, donc effectivement, apprendre un peu plus ces méthodes de travail japonaises au sein même d'une entreprise japonaise. Donc l'opportunité s'est présentée pour Toshiba et très honnêtement, je venais pour faire 3-4 ans au sein de Toshiba, quoi. Je n'imaginais pas y rester plus de 30 ans. Donc je crois que ça, c'est un facteur déjà déterminant. C'est qu'effectivement, ce sont des engagements qui s'inscrivent dans la durée. C'est le fait effectivement de s'ancrer sur un territoire, d'ancrer l'entreprise sur son territoire, qui fait qu'on ressent ce besoin effectivement de s'y investir. Et pour être tout à fait clair, en 2001-2002, lorsqu'effectivement la remise en question de notre site a commencé à intervenir avec l'entrée de la Chine dans le jeu, je me suis posé la question très sérieusement de savoir si j'allais quitter cette entreprise ou continuer. Et j'ai vraiment ressenti à ce moment-là qu'il y avait encore des choses à faire dans l'entreprise pour défendre effectivement les compétences de cette entreprise, pour défendre l'emploi, la pérennité de l'activité et pour développer finalement de nouvelles opportunités. Donc ça a été finalement un engagement fort, personnel, en même temps que effectivement, je vais dire une certaine vision sur ce qu'il était possible de faire pour résister d'abord à ce mouvement de la mondialisation et pour ensuite créer de nouvelles opportunités par le jeu du collectif. Et là, encore une fois, ce jeu du collectif est extrêmement important. Et je constate que dans ce qui a fait la force du territoire de Dieppe au cours de ces 10 dernières années, on a explicité l'expérience de Vialog, mais je pourrais parler aussi bien de Dieppe Méca Énergie, qui est un réseau qui réunit cette fois-ci 120 à 140 entreprises sur le territoire de Dieppe, tout domaine d'activité confondu, donc essentiellement industrie, mais également logistique, bâtiment, construction, et dont le jeu est de fédérer finalement tous les savoir-faire, toutes les compétences d'un territoire pour les faire connaître. Et c'est grâce à cela finalement que certains grands donneurs d'ordre aujourd'hui s'intéressent aux compétences qui existent sur nos territoires. Ça a mis le focus finalement sur ces savoir-faire et ces compétences. Je ne parle pas de votre âge. Ma question, c'est des plus personnelles. C'est qu'est-ce qui fait, et vous y avez en partie répondu, mais que ouais. Chacun des trois, vous avez décidé d'assumer ce rôle. Alors, vous avez des agendas assez pleins d'entrepreneurs territoriaux. Et quels sont les obstacles? Il doit y en avoir, puisque aussi peu de gens font ce choix. Oui, alors après, vous avez des personnes qui seraient carriéristes, effectivement. Hein, donc moi, c'est le choix que j'ai fait en 2002, de dire est-ce que je vais poursuivre ma carrière dans une autre entreprise, un autre groupe, ou est-ce que je reste engagé sur cette entreprise? Donc c'est un choix très personnel, effectivement. Alors, qu'est-ce qui le guide? Difficile à dire. Peut-être des convictions propres, peut-être mes engagements judéo-chrétien, je dirais, hein, qui fait que je suis attaché à la personne et aux engagements que je peux prendre vis-à-vis des personnes que je côtoie. Une forme de responsabilité, on va dire. Monsieur Magnery. Oui. Moi, mon père, mon grand-père étaient maires. Ils m'ont transmis dans les conversations tous les jours la passion du service public, du service aux autres. Et ils avaient beaucoup d'attention à considérer chacun, et cette idée de considérer l'autre et d'aimer les autres a été le point de départ de ma vie politique, et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que j'ai rencontré comme d'autres des obstacles. Je voulais faire Sciences Po. Mon père, qui était passionné par l'agriculture, m'a dit « Tu ne peux pas abandonner l'agriculture ». Donc j'ai fait le métier d'ingénieur agronome
Et cette passion m'a accompagné, comme la passion pour l'Europe. Quand en 1945, mon père et mon grand-père avaient annoncé tant de fois la mort d'un fils, la mort d'un père, que lorsqu'ils ont vu des hommes comme Robert Schuman, qui préféraient surmonter les peurs du passé plutôt que de les exploiter, comme certains hommes politiques, ils se sont très vite engagés dans la vie politique, dans cette idée que l'engagement européen peut permettre de mieux vivre dans les années qui viennent. On l'a vu, et je rappelle toujours cette phrase de Robert Schuman, nous n'avons pas fait l'Europe et nous avons eu la guerre, nous avons fait l'Europe et nous avons la paix. Et je crois que ces messages frappent, y compris quand on est jeune, et puis nous permettent de nous lancer dans la vie politique en ce qui me concerne. Mais après 8 années de vie professionnelle, hein, je ne suis pas un apparatchik de la vie politique. Merci. Monsieur Pizot, la même question. Il y a des messages inspirants. J'avais écouté un exposé, j'ai eu la chance d'écouter un exposé d'Akio Morita, le fondateur de Sony, qui expliquait comment il avait démarré, comment il avait choisi le mot Sony. Donc, il y a des discours comme ça qui vous marquent. J'avais envie de diriger un service, peut-être une entreprise, et le reste est venu un peu naturellement. Mais je pense que d'écouter des histoires, c'est une source d'inspiration. Donc, par exemple, vendredi prochain, on reçoit les étudiants MBA de HEC. Et je raconte mon parcours en leur posant des questions. Qu'auriez-vous fait à ma place à telle étape de mon parcours? Puis je donne ma solution. Puis je quitte la salle et je fais rentrer mon successeur. Sans moi, qui dit comment elle... Donc, en plus, c'est ma fille qui est ingénieure et qui est avec moi depuis plusieurs années et qui raconte comment elle vit. Voilà. Et donc, j'espère que de raconter cette histoire est inspirante pour quelques-uns de ces étudiants qui un jour choisira ou fera un parcours de chef d'entreprise. Le fait de raconter l'histoire Axon aux élèves de troisième, c'est un peu la même chose. Oui, effectivement, la transmission d'expérience, c'est un point sur lequel il faudrait davantage insister. On a une autre question. Vous avez parlé de l'Europe. On a une question de nos participants qui nous demande dans quelle mesure un espace numérique qui permettrait d'avoir les outils numériques nécessaires pour faire parler une intelligence collective serait utile justement pour les territoires. Et on revient finalement à la première question de ce séminaire qui concernait justement les relations locales globales. Donc ici, en quoi les outils numériques sont à même à la fois de favoriser les échanges, on va dire, extra-territoriaux, mais aussi les échanges au sein d'un territoire. Monsieur Méhaignerie, peut-être? Oui, moi, à mon âge, le numérique a moins d'importance qu'il n'a pour mes petits-enfants. Simplement, je trouve qu'il y a un énorme travail pour éviter les disparités actuelles. Et donc, sur le territoire, nous avons mis un centre de formation parce que je suis effrayé de voir le sentiment de déclassement perçu par certaines populations. Déclassement parce que les services publics partent, déclassement par le numérique, déclassement par le type de vie professionnelle. Donc, si j'ai bien compris votre question, c'est vrai que le numérique, à condition qu'il soit accessible à tous et que chacun soit formé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore, malheureusement. Monsieur Bernat, peut-être un avis sur une Europe numérique? Oui, alors sur l'Europe numérique, je ne prétends pas avoir un avis, simplement faire le constat qu'effectivement, aujourd'hui, le numérique emporte tout, on met le numérique un peu à toutes les sauces, et que ce qui compte quand même toujours et avant tout, ce sont les compétences métiers qui doivent être fortes.
Je prendrai l'exemple de nos process tonnerre où aujourd'hui nous numérisons complètement la surveillance, le suivi de nos processus tonnerre avec la connexion de l'ensemble de nos machines sur un niveau de supervision, puis ensuite sur un niveau donc, qu'on appelle de data analytics, donc d'analyse des données sur le cloud, qui permet par l'intelligence artificielle, du deep learning, de pouvoir mieux contrôler nos paramètres et fiabiliser finalement l'ensemble de nos productions, que ce soit en termes de productivité, qualité, maîtrise de l'énergie ou de la maintenance. Mais encore une fois, ces projets-là, on les réussit parce qu'on a des compétences métiers fortes qui savent dire en interne ce qu'il faut surveiller, quel sera le jeu de tel ou tel paramètre et qu'est-ce qu'on fait finalement de ces données dont on gave nos systèmes. Donc, si on n'a pas la connaissance métier, si on n'a pas l'expertise, et pour ça, les formations restent encore extraordinairement importantes, on ne fera que zapper d'un sujet à l'autre et finalement survoler ce qui est l'intérêt de l'entreprise et de l'industrie aujourd'hui. Je suppose que je dois parler, Madame Granier. Si vous voulez. Je vais prendre le problème différemment. On a créé un Fab Lab café dans l'entreprise. Il est ouvert à tous les salariés. Il s'est ouvert à la famille du salarié, aux amis du salarié. Et donc, il y a une série d'imprimantes 3D, de découpes laser, d'ordinateurs, etc. Et on donne tous les dispositifs gratuitement. Donc, les Arduino, les capteurs, le fil plastique pour imprimer. L'idée derrière est de dire, s'ils sont capables pour eux-mêmes de se faire un petit objet en 3D, ils auront forcément des idées pour appliquer ces idées-là dans l'entreprise et le retour sur investissement sera fait comme ça. Les classes en entreprise, depuis 4-5 ans, on ne les appelle plus classes en entreprise. On les appelle classes 4.0 en entreprise. Et on le fait pour plusieurs collèges en même temps, parce que j'étais un petit peu excédé par les journaux qui parlaient du côté mystérieux de l'intelligence artificielle, du deep learning et tous ces trucs-là. Et avec les professeurs, j'ai dit, écoutez, en une semaine, avec des professeurs qui ne connaissent pas le sujet et des élèves qui ne connaissent pas le sujet, vous allez enseigner les technologies de base de l'industrie 4.0. Dans la semaine, en plus de la visite d'entreprise et de tout ce que j'ai expliqué précédemment, les élèves doivent produire un dispositif avec un Arduino et des capteurs. Donc, ça peut être un véhicule qui roule. On aurait dû faire cette année une copie du rover qui va aller sur Mars, fait par ExoMars, et qui sera lancé en 2022. Donc les élèves vont faire une copie avec des cellules photovoltaïques, etc. Et vous ne savez peut-être pas, mais ce rover s'appellera Rosalind Franklin, de la demoiselle qui a découvert la molécule ADN. Et avec un peu de chance, si ça marche bien, ce rover est totalement câblé par Axon, pas seulement les caméras. Quand ils arriveront sur Mars, ils testeront immédiatement le sol pour voir s'il y a des traces d'ADN. Et avec un peu de chance, ce rover saura 8 ans avant les Américains, qu'il y a de l'ADN sur Mars. Voilà. Ensuite, maintenant, les effets sur mon entreprise. On a depuis 81, j'ai une formation d'informaticien, donc j'ai créé un service informatique. On a développé notre propre ERP, dès 81, système de gestion intégré informatique. On essaye d'informatiser toutes nos machines. Donc, on fait par exemple de la télémaintenance. Et donc pour contrôler nos pièces, on développe des programmes d'intelligence artificielle pour essayer de détecter sans vision humaine que le produit est mauvais
et d'essayer de savoir à quel endroit de la chaîne de production il est devenu mauvais. Voilà. Donc, au fond, on est dans l'industrie 4.0, on n'a pas le choix, ou on fait du numérique, ou tout le monde le fera, et donc les Chinois avant. Merci beaucoup. Il va être midi, donc on va devoir, comme on dit, rendre l'antenne. Merci beaucoup à nos 3 intervenants pour avoir vraiment rendu ce séminaire très riche et très intéressant. Et je profite également du séminaire pour vous faire savoir que grâce justement aux nombreux témoignages que nous recueillons depuis 1 an et demi à travers le séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, nous publions le mois prochain donc, une note de la Fabrique intitulée « Ces territoires qui cherchent à se réindustrialiser » et où nous essayons de reprendre les éléments qui nous ont été donnés durant les séminaires pour fournir des clés, des leviers d'action pour les territoires.